Bonjour, que vous soyez en Afrique ou en Europe, bienvenue à notre table ronde virtuelle sur la migration et la mobilité. Merci d'être nombreux à vous connecter. Ce webinaire est organisé, vous le savez, conjointement par l'Institut Jacques Delors à Paris, d'où je vous parle, et par Wati, notre partenaire à Dakar. Je suis heureux que se concrétise ainsi pour la première fois cet échange et je salue chaleureusement Gilles Yabi, que vous voyez aussi sur cet écran, le directeur de Wati. Wati est le think tank citoyen d'Afrique de l'Ouest. On pourrait parallèlement dire que l'Institut Jacques Delors est le think tank citoyen d'Europe de l'Ouest. C'est en tout cas certainement un élément clé pour nous définir. Nous sommes un laboratoire d'idées opérationnelles pour faire avancer l'intégration européenne. Un groupe d'études fondé par Jacques Delors il y a plus de 25 ans sous le nom de Notre Europe. Il comprend aujourd'hui des instituteurs à Berlin et à Bruxelles avec qui nous formons un réseau coordonné par Pascal Lamy. Et notre devise commune à ce réseau, c'est penser l'Europe, penser son unité, penser à sa place dans le monde d'aujourd'hui, interroger la pertinence de ces politiques publiques, défricher de futurs champs d'action européennes. C'est la mission de notre think tank, mais on ne doit bien sûr pas penser seul qu'entre nous. Il y a tant de grands défis que nous devons penser à plusieurs, sur lesquels nous devons croiser nos regards, nos analyses, apporter de part et d'autre des informations fiables, partager nos expériences. Et c'est tout le sens du partenariat que nous initions avec Wati. Cette approche conjointe des problèmes, ce partenariat pour imaginer ensemble des solutions, cette collaboration, j'espère profitable aux deux parties, rejoignent le nouvel esprit qui anime, il semble, le sommet Union africaine-Union européenne qui se tient à partir de demain jusqu'à après-demain à Bruxelles. On le sait, depuis au moins la déclaration Schuman de 1950, l'Europe voit son unité se construire en étant ouverte à ce grand continent voisin et nous savons que nos destins, bien que distincts, sont mêlés. Leur mémoire aussi. La construction européenne est à l'origine un projet de guérison des mémoires meurtries et c'est sans nul doute une dimension incontournable pour la construction d'une relation euro-africaine sur des bases solides. Le temps présent nous livre aussi tant de sujets d'intérêt commun, de mêmes préoccupations qui nous travaillent. La vaccination. Nous publions demain à l'Institut Jacques Delors un décryptage des actions européennes pour la campagne anti-Covid en Afrique. Autre sujet d'intérêt commun, c'est bien sûr plus largement la santé, mais aussi l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, la sécurité, l'agriculture, l'énergie, la lutte contre le changement climatique, le numérique. Je pourrais poursuivre les sujets. Mais bien sûr, c'est la mobilité et la migration, le thème qui nous réunit cet après-midi. À l'Institut Jacques Delors, nous avons réuni depuis 2019 un groupe de travail sur asile, mobilité, migration, coordonné par Jérôme Vignon, que je salue et remercie de sa présence avec nous. Son groupe aborde ce vaste sujet sous, on va dire, toutes ses coutures. Il a produit un récent rapport, la fin de l'année dernière, à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, rapport que Jérôme Vignon a remis en main propre au président Emmanuel Macron, mais que nous avons aussi voulu vous remettre à vous, notre partenaire africain Wati, pour avoir votre retour, votre lecture, votre analyse de cet enjeu, vos réactions à nos préconisations. Merci donc encore à Wati de son intérêt pour nos travaux et pour cet échange qui, je l'espère, augure d'une belle coopération que nous pourrons poursuivre à l'avenir et porter sur d'autres questions. Alors, nous souhaitant un bel échange, je passe sans plus tarder la parole à Gilles Yabi, avant que mon collègue Benjamin Couteau nous présente nos intervenants, que je remercie également. À vous, Gilles. Merci beaucoup, Sébastien. Merci aux collègues de l'Institut Jacques Delors. Merci à toutes et à tous d'être connectés, de participer à cette rencontre virtuelle, donc co-organisée par l'Institut Jacques Delors et Wati. Alors, je vais commencer en entrant un peu directement sur le terrain de la migration en citant juste un extrait du rapport donc, produit par l'Institut Jacques Delors en décembre dernier sur les migrations et la mobilité.
Je cite en particulier cet extrait qui vient de la deuxième contribution de ce rapport, donc rédigé par Yves Pasco, chercheur donc à l'Institut Jacques Delors. Je cite: La place du Bouffray à Nantes accueille depuis plusieurs années une œuvre de l'artiste Philippe Ramette intitulée « Éloge du pas de côté ». C'est une sculpture en bronze qui représente, sous les traits de l'artiste, un personnage masculin en costume, le regard tourné vers l'horizon et dont un seul pied repose sur le socle. L'autre pied s'en échappe et est en suspension dans le vide. L'œuvre interpelle par le décalage et le déséquilibre qui s'en dégage, mais aussi la réflexion qu'elle provoque. Si la statue de Philippe Ramette rend hommage à l'audace de la ville de Nantes, son engagement et son rapport à l'art, cette allégorie du pas de côté relève de cet exercice qui consiste à prendre de la distance, à se décaler pour considérer autrement une situation ou un objet donné et l'appréhender d'une manière différente, voire nouvelle. Parmi les politiques européennes, la politique migratoire relève bien de celle qui gagnerait à être appréhendée différemment avec un autre point de vue. Et en conclusion de ce même chapitre, on peut lire ceci. Le rôle d'un think tank est de proposer, d'inspirer, d'orienter. Il est également parfois d'inviter à faire un pas de côté. Cher Sébastien, je suis ravi donc que nous nous retrouvions cet après-midi pour faire ensemble, à Paris et à Dakar, au même moment, pour faire ensemble un pas de côté. Croiser les regards sur une des questions principales qui sera discutée lors du sommet Europe-Afrique qui s'ouvre demain. Nous savons bien que le sommet abordera bien d'autres sujets, le financement de la croissance, l'avenir des systèmes de santé, la production de vaccins, l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le soutien au secteur privé, la gouvernance, la paix et la sécurité, le changement climatique et la transition énergétique. Ce sont autant de thèmes qui ne peuvent pas et ne doivent pas être seulement discutés par les plus hautes autorités politiques en Afrique et en Europe. C'est l'avenir des populations de nos deux continents voisins qui est en jeu, et la société civile, et en particulier les think tanks, sont parfaitement légitimes pour alimenter le débat public sur ces questions. Vous l'avez dit, Wati est un think tank citoyen. Il se présente comme tel précisément parce qu'on estime que les citoyens de la région sont légitimes pour participer au débat public et que cela demande de l'information, cela demande de l'analyse, cela demande de la distance, cela demande justement ce pas de côté qui est mentionné dans le rapport de l'Institut Jacques Delors. Je ne vais donc pas être très long, je vais à nouveau vous remercier pour avoir pris l'initiative de cette collaboration. C'est le premier rendez-vous, je suis sûr que ce n'est que le premier et qu'il y en aura bien d'autres autour de questions qui nous préoccupent en Europe et en Afrique. Et je voudrais aussi remercier nos invités du côté de Wati, Madame Dioro Ndiaye, ancienne ministre du Sénégal, ancienne directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations et présidente d'une association donc, qui s'appelle Alliance Migration, Leadership et Développement. On voit bien que c'est un sujet qui, au fond, traverse l'ensemble de son parcours personnel et professionnel et elle reste très engagée sur ce sujet. Merci, Madame la ministre, d'être avec nous. Et merci à Madame Sakao Niang, experte en migration, ancienne présidente de la plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe, qui effectivement est aussi totalement au cœur de notre sujet. Merci donc à nouveau à toutes et à tous et je nous souhaite de très intéressants et de fructueux débats. Merci. Merci, cher Gilles. Merci également, Sébastien, d'avoir ouvert ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Benjamin Couteau, je suis assistant du groupe de travail Migration et Asile, dont Jérôme Vignon est le président également. Et j'aurai donc le plaisir d'animer ce webinaire. Je souhaiterais simplement rappeler, avant toute chose, le déroulé. Jérôme Vignon s'exprimera en premier pour présenter notamment les enjeux du sommet qui nous attend, ainsi que mettre en lumière les recommandations du rapport du groupe de travail dans cette perspective. Jérôme Vignon est conseiller à l'Institut Jacques Delors sur les questions de migration et d'asile et donc président de son groupe de travail qui est dédié à ces questions. Et à la suite de cette présentation, nous aurons ensuite les réactions
de trois intervenantes. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Gilles, je vais rappeler les intervenantes de votre côté, Madame Doron Ndiaye, donc ancienne directrice générale adjointe de l'OIM, ancienne ministre de la République du Sénégal, professeure des universités, actuellement coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes et à la tête de l'ONG Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Madame Kadi Sakonyang, qui est coprésidente du groupe de travail migration et développement du Conseil national français pour le développement et la solidarité internationale et ancienne présidente de la plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe, ainsi que Sarah Ganti qui est candidate GSD à l'école de droit de Yale et chercheuse postdoctorale à l'université de Gand, spécialiste des questions d'intégration en Europe. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, Jérôme. Je souhaitais simplement vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'outil questions-réponses que vous avez en bas de votre écran, et à la fin des présentations et des réactions de chacun, je leur poserai ces questions lors de la session qui y sera dédiée. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à Gilles Yabi aussi pour avoir aussi bien résumé et évoqué le rapport de l'Institut Jacques Delors sur migration, mobilité, intégration. C'est fait vraiment plaisir d'être lu. Un think tank se demande toujours si on le lit, mais voilà, on a été très bien lu. Et je suis aussi ému d'avoir pour la première fois l'occasion de m'exprimer devant un auditoire à la fois européen et africain. Je vois sur le groupe de discussion qu'il y a beaucoup d'Africains parmi nous qui citent les pays d'où ils viennent, et cela m'impressionne. Alors, je voudrais faire état de quelques enjeux à la fois européens et africains, de mon point de vue, donc ce sera discutable, qui se présentent si l'on veut vraiment renouveler le partenariat entre l'Europe et l'Afrique, du point de vue de ces immenses enjeux humains, principalement humains, que sont les migrations et la mobilité. Nous avons en Europe à la fois une mauvaise conscience et une mauvaise appréhension de la question de partenariat pour les migrations. C'est vrai que ce que nous appelons les partenariats spéciaux pour les migrations, ce sont des actes très défensifs par lesquels les Européens, soit au titre de l'Union européenne, soit individuellement, pays par pays, signent des accords avec des partenaires africains qui ont pour beaucoup un but de freiner l'émigration vers l'Europe, d'assurer un meilleur contrôle des frontières, de faciliter les réadmissions de personnes qui n'ont pas reçu l'autorisation de séjourner en Europe après y être entrées irrégulièrement. Bref, c'est plutôt un outil défensif et qui est extrêmement loin d'un idéal de partenariat, de coopération gagnant-gagnant qu'on aimerait voir sous le terme de partenariat. Nous en sommes là parce que l'Europe est un peu traumatisée par ce qui s'est passé dans les années 2015-2016, où en effet, un afflux tout à fait exceptionnel de migrants, en très grande partie irréguliers, a semblé aux opinions publiques européennes mettre complètement à défaut l'organisation des mouvements migratoires. L'Europe est apparue désemparée aux yeux de beaucoup de ses citoyens, et du coup, là est le dilemme, les partis populistes s'emparant de ce désarroi bloquent les politiques publiques européennes qui, justement, permettraient de mieux organiser, à moyen et long terme, les migrations dans les deux sens, entre l'Europe et l'Afrique. Comment surmonter ce blocage? Comment assurer nos opinions en Europe et en Afrique que nous pouvons, dans le long terme, exploiter positivement un intérêt mutuel que nous avons les uns et les autres, de laisser notamment nos jeunes générations, principalement de jeunes Africains et Africaines, se rendre vers l'Europe, mais aussi de jeunes Européens, Européennes, se rendre vers l'Afrique. Comment pouvons-nous tourner en une vision positive ce qui est un intérêt objectif quand on regarde d'un côté la démographie vieillissante européenne et de l'autre
les nécessités du développement en Afrique, qui heureusement sont prometteuses. Or, le développement, ce n'est pas ça qui arrête la mobilité, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça que beaucoup d'Européens n'ont pas compris, c'est qu'à partir d'un certain seuil de développement, la mobilité est indispensable pour pouvoir acquérir les qualifications, les expériences, les capitaux, les ressources dont on a besoin pour ensuite venir vraiment être utile dans le pays d'où l'on vient. Et je décris quelque chose qui est justement une mobilité. Il faut sortir de chez soi, non pas pour se priver de son pays d'origine et de sa famille, mais pour pouvoir être utile, pas seulement en envoyant des ressources, des remittances, mais aussi en enrichissant ses compétences et son savoir, et revenir, comme on dit le poète, plein d'usages et raison, vivre avec sa famille et son pays le reste de son âge. Voilà pourquoi nous utilisons le terme de mobilité, parce qu'il est capital dans cette compréhension humaine du phénomène de la migration. Alors, je ne vais pas m'étendre sur notre rapport, je voudrais simplement signaler par quelques mots, en me projetant peut-être d'une manière un peu idéale, quelles seraient pour moi des priorités pour les Européens d'un côté, pour les Africains de l'autre. Évidemment, je dis les Européens, les Africains, ce sont des termes beaucoup trop généraux et je comprendrais très bien que vous les trouviez réducteurs. Mais je me situe dans la perspective ouverte par le Global Compact des Nations Unies pour l'organisation des migrations de travail, qui est un énorme un énorme progrès que la conscience internationale a fait à partir de 2018 et consacré à Marrakech. Ce Global Compact établit un cadre de réciprocité gagnant-gagnant à l'intérieur duquel développer dans la durée des relations migratoires qui sont honnêtes et qui sont maîtrisables, entre guillemets, et qui correspondent à l'intérêt mutuel des pays de départ et d'arrivée. Pour les Européens, je vois trois tâches, dont deux sont explicitement adressées dans notre rapport. La première, c'est de se rendre lisible aux candidats africains et africaines à la migration. Les réglementations européennes pour immigrer dans nos pays il y en a 27, elles sont illisibles. On n'émigre pas vers l'Europe, mais vers tel ou tel pays, et encore on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Il faudrait simplifier sous la forme d'un visa unique de travail les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir une autorisation de travailler en Europe. Quelles sont les conditions minimales? Il faudrait que ce soit les mêmes pour les 27 pays européens pour que, vis-à-vis des Africains, l'Europe apparaisse comme une destination claire et intéressante. Une deuxième tâche pour les Européens, c'est, me semble-t-il, une tâche de loyauté. Pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir un permis de travail régulier en Europe si on n'a pas la preuve que l'on a un contrat de travail. Mais comment faire pour obtenir un contrat de travail si on n'est pas en Europe? Il faut y rentrer illégalement. Et voilà comment on alimente l'immigration illégale qui fait si peur aux Européens. Donc, il faudrait, c'est ce que nous proposons, s'acheminer vers la possibilité d'obtenir un visa de travail vers l'Europe, si l'on est africain ou africaine, pour y chercher un travail, même si on n'a pas encore de contrat. Il faudrait évidemment préciser les conditions dans lesquelles on pourrait rester, même si on n'a pas trouvé de travail. Mais cela clarifierait et sans doute serait un véritable moyen de combattre l'immigration illégale. Pour les Européens aussi, je vois la nécessité de doter d'une reconnaissance de qualification tous les Africains et Africaines qui ont, à un moment donné de leur vie, travaillé en Europe, qu'ils puissent se prévaloir de l'expérience qu'ils ont acquise en Europe pour pouvoir la valoriser s'ils reviennent dans leur pays. C'est cela aussi la mobilité, le donnant-donnant. Du point de vue des Africains, et là, évidemment, je parle à leur place et je m'attends à ce que vous me critiquiez, voici ce que j'attendrais dans un partenariat de moyen long terme sur la mobilité et l'immigration avec l'Europe. Je prononce le mot de diaspora. Les diasporas ont l'avantage unique d'être présentes dans nos deux continents. Ce sont les seuls capables de parler de manière équitable de ce qui se passe en Europe et en Afrique
du point de vue des Africains comme des Européens. Pour l'instant, elles ne jouent pas vraiment ce rôle. Elles ne sont pas considérées comme des partenaires du dialogue sur l'immigration. J'aimerais qu'elles le deviennent et qu'elles contribuent à cette normalisation, à cette pacification des mouvements migratoires, en disant la vérité, en disant à quelles conditions les Européens peuvent s'ouvrir, ce qu'on peut attendre d'eux et ce qu'on ne peut pas attendre d'eux. Cette participation des diasporas me semble indispensable pour une humanisation de ce partenariat futur. Un autre mot qui je trouve important, c'est mobilité. La mobilité africaine va énormément s'accroître dans les prochaines années du fait du niveau de développement et du fait du développement démographique. Peut-être qu'elle va se multiplier par 4, la mobilité. Mais 80% de cette mobilité se déroulera en Afrique. Et pour qu'elle se déroule bien, là c'est une tâche des Africains, il faut qu'il y ait aussi une certaine forme de libre circulation entre eux, ce qui appelle, à mon avis, une troisième tâche, la question de la formation. Il faut, pour pouvoir se déplacer facilement, avoir aussi des formations qui soient reconnues, mutuellement reconnues entre pays africains, mais aussi entre pays africains et européens. Nous avons, dans ce partenariat, où nous parlons santé, nous parlons développement, nous parlons agriculture, nous parlons industrie, nous parlons sciences, nous avons besoin de nous accorder sur une échelle des qualifications pour pouvoir avoir une véritable échelle des formations et aider à la formation de marché du travail en Afrique. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes qu'en Europe, mais quand on voit ces immenses villes, on se dit que ce serait merveilleux si il pouvait y avoir de vraies possibilités claires et explicites pour tous les jeunes de pouvoir se déplacer d'une ville à une autre et pouvoir y faire valoir la compétence qu'ils ont acquise. Donc, je me résume, pour les Européens, lisibilité, loyauté et qualification, reconnaissance de qualification, et pour les Africains, diaspora, formation et encouragement à la mobilité interne en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Je vais peut-être laisser maintenant Madame Dora Ndiaye répondre ou Madame Kalisa Konyang, je ne sais pas laquelle de vous deux est prête pour prendre la parole en premier. Madame Dora Ndiaye. Bonjour. Oui. Moi, je pourrais juste réagir à l'introduction de notre collègue de l'Institut de l'Or. Je voudrais d'abord vous remercier Wati et Gilles de nous avoir associés à ce débat. Je crois que c'est tout au cours de l'année, en réalité, que nous travaillons sur la question migratoire. C'est dire que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et pour lequel je pense que le sommet Union africaine, Union européenne qui s'ouvre demain devrait pouvoir offrir quelques pistes supplémentaires de réflexion. Je dis bien supplémentaires parce que les pistes existent, elles sont là et notre collègue qui est intervenu tout de suite en a retracé quelques-unes que nous partageons, mais je pense qu'il y a un certain nombre de paradoxes à soulever et à souligner dans le débat sur la migration et sur la mobilité entre l'Europe et l'Afrique. Moi, je pense que des documents existent, des textes existent. On a toujours été présent et on a toujours accompagné l'effort des pays européens et des pays africains, soit à travers le canal Union européenne, Union africaine, Union européenne ACP, depuis le sommet de Nandi au Fidji, où il y a eu un certain nombre de paragraphes dans la déclaration de Nandi qui spécifient les rapports de coopération que l'Europe, les pays européens pourraient avoir avec les pays africains, au-delà de l'accord, des différentes formes de l'accord de Cotonou, bien entendu. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi, là où le bas blesse, c'est que les Européens et les Africains, somme toute, finalement, on va être obligé de dire qu'on n'a pas la même vue ou les mêmes points de vue quant à un partenariat égalitaire pour la gestion de la migration. Et ça, c'est le mot, le partenariat et le partenariat égalitaire.
entre le pays d'accueil et les pays d'origine. Les pays d'accueil ont toujours eu en premier lieu et comme fil d'Ariane la question sécuritaire, la question des frontières. La question, et bien entendu, ça a toujours handicapé ou ça a toujours dirigé la mobilité du sud vers les pays européens ou bien à l'intérieur même des pays européens. Or, je pense qu'il y a, pour les pays africains et pour les dirigeants, et parce que nous y travaillons de très près depuis quand même un bon bout de temps, nous savons que les priorités ne sont pas là, justement, que les pays africains ne font aucun effort en réalité pour faciliter ce commerce entre l'Europe et l'Afrique, et de manière, entre guillemets, régulière, comme l'Europe l'aurait souhaité. Le paradoxe dans ce dialogue, c'est que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont pas positionnés sur le même, le curseur n'est pas au même niveau. Les Africains souhaitent que la question du développement soit au centre de la problématique migratoire, que les Européens tiennent compte de leurs droits et de leur devoir de développer leur pays, de trouver de l'emploi pour les jeunes, ce que les Européens leur demandent de faire d'ailleurs, mais ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. L'offre d'emploi dans les pays africains est bien en deçà de l'offre, de la demande de nos jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, si j'en prends juste l'exemple de mon pays, le Sénégal, et mettre en place des programmes de coopération avec comme lien la migration ne suffit pas à résoudre ces problèmes-là. Si bien l'Europe est préoccupée par non seulement le respect de ces frontières et de cette mobilité à travers ces frontières, mais l'Europe est aussi préoccupée par le respect par les pays africains d'où viennent ces migrants, par l'irrégularité de ces flux de migrants qui arrivent. Frontex a été là. Frontex a très vite montré ses limites. D'autres systèmes de surveillance ou de coercition aussi ont existé en Europe pour éviter ces vagues qui arrivent des pays du Sud. Mais il faut reprendre et repenser cette coopération, mes chers collègues. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est dire aux pays africains comme aux pays européens qui se retrouvent demain, on a fait des notes là-dessus, on a fait parvenir en tout cas pour ce qui est de la partie africaine, et on a dit que cette coopération devrait être davantage d'égal à égal. Ça doit être un partenariat. Cette coopération devrait être davantage regardant et respectueux des droits de l'homme, des droits humains des migrants. Ce partenariat également devrait tenir compte des besoins les plus lancinants du continent africain, parce que somme toute, la migration est beaucoup plus importante sur le continent africain. La plupart des migrants posent leur baluchon dans le pays d'à côté, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, tout au moins. Et c'est parce que cette migration vers l'Europe est beaucoup plus visible, qu'elle est surtout audible, parce que renforcée par les médias et transmis avec une bonne connotation de négativité et disons, de choses pas tellement belles à dire ni à recevoir, eh bien, c'est cette migration que les gens voient et on se focalise dessus. Mais ce n'est pas cette migration qui réglera la question. Ce type de migration, disons, ce type de dialogue
migratoire, ce n'est pas ce type de dialogue-là qui réglera la question migratoire entre le Sud et le Nord, et vice-versa. Parce qu'il y a également cette migration venant du Nord vers le Sud. Donc, les pays africains ne se préoccupent pas assez, à mon goût. Les pays africains n'y travaillent pas, et on pourrait avoir une sorte de pas de réciprocité, je n'aime pas ce mot, parce qu'il n'est pas juste facile à mettre en œuvre, mais il faut que les pays européens revoient la manière dont cette question de protection de leurs frontières et de gestion de la mobilité, surtout des ressortissants des pays venant du Sud, eh bien, cette coopération-là doit être revue. Elle est pleine de paradoxes. Les besoins ne sont pas les mêmes, le focus n'est pas le même. Ce que les Africains eux-mêmes, les populations africaines attendent de leur propre gouvernement pour négocier des plages et des ponts qui relient un monde un peu plus développé à notre monde, à nous, eh bien, les Africains, la plupart des Africains ne s'y retrouvent pas. Je sais que la migration irrégulière est un problème pour l'Europe. Mais la migration irrégulière n'est pas seulement le fait des pays africains. Il faut qu'on puisse dialoguer et qu'on dialogue en bon entendement des différents phénomènes et des conditions dans lesquelles ces différents phénomènes se passent. Je pense que comme réaction à au travail ou à l'introduction de M. Vignon, voilà ce que je voulais dire en attendant d'autres développements. Je crois que plein de paradoxes, énormément de paradoxes, parce que les focus ne sont pas les mêmes. Le pas d'à côté qu'on a récupéré de la citation que Gilles a fait au début, avec la statue de Ramos, n'est-ce pas, pour l'Europe, eh bien, c'est un modèle de partenariat à repenser. Voilà, pour l'instant, ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame de Rondiaï, pour cet éclairage. Et je vais me tourner maintenant devant vous, Madame Kadi Sakonyang, pour avoir votre réaction à l'introduction et savoir si vous aussi vous partagez du coup ce constat d'une divergence d'intérêts assez profonde entre Européens et Africains sur ce point-là. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à l'Institut, les deux instituts d'ailleurs, le think tank Wachi et l'Institut Jacques Delors. Mais permettez-moi de saluer ma grande sœur que j'adore, Madame Ndiaye, qui m'inspire tous les jours, sur tous les chantiers en tout cas sur lesquels on est ensemble depuis quelques décennies déjà. Voilà. Moi, je pense que je vais féliciter d'ailleurs Jérôme, parce qu'au lieu de nous titiller, je pense que l'attente des pays africains et le plaidoyer pour la diaspora, c'est quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. Car tous les jours, on ne cesse de répéter que les diasporas sont, en tout cas, au niveau de le link indispensable, le chaînon manquant, hein, qui complète tous les discours, car vivant sur les deux territoires avec cette double culture, double tout, quoi, dans le double espace aussi. Donc, cette place des diasporas, elle est indispensable, elle est nécessaire, aussi bien dans la conduite des projets, mais aussi dans la négociation des accords sur les deux espaces. Le rapport que vous posez, en tout cas, je vous félicite pour la qualité de ce rapport aussi, hein, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'un rapport, c'est un tout. Donc, mais en tout cas, le rapport, quand même, pose un regard sincère sur cette politique européenne migratoire avec ses failles et ses dérives. Donc, déjà, c'est déjà bien que ce soit le prétexte d'une discussion qui nous amène à redéfinir. Mais déjà, avant de les redéfinir, il faut les déconstruire. Parce qu'il y a quand même
des relations, mais aussi surtout un postulat qui est là, et que pour rien au monde, les deux, que ce soit l'Afrique ou l'Europe, hein, qui se regardent souvent à qui mieux, qui berne le plus l'autre, sans pour autant avoir la franchise de voir souvent ce qui ne marche pas, surtout pour l'Europe, car je pense que poser la mobilité simplement en termes de frontières, de forteresses, c'est un peu quand même contre-productif. Quand on sait que parler des politiques migratoires nous amène à reformuler surtout, parce qu'on nous parle de politique migratoire, mais on nous parle en crise, on le présente en crise. Donc là déjà, il y a un problème. Quand on parle des crises migratoires, nous, en tout cas dans la diaspora et les organisations avec lesquelles nous travaillons, nous disons qu'il n'y a pas de politique, ni de crise migratoire, ni de crise des réfugiés, mais de crise de l'accueil, de crise des politiques, c'est-à-dire les politiques qui sont en crise et qui projettent cette peur sur des dispositifs qui, de plus en plus, est un cercle vicieux. On tourne en rond sur ces questions-là. Donc, moi, nous pensons, en tout cas, dans ce domaine, peut-être le rapport le souligne un peu, qu'il faut un changement radical même, je veux dire, sur certains aspects, aussi bien des paradigmes, mais aussi des relations, parce que la politique migratoire n'est que le reflet des relations qu'entretient l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas ces relations, comment dire, d'égal à égal, Madame Ndiaye l'a posé tout de suite, de décomplexer cette domination où on sait que l'Union africaine et plus l'Union européenne est le bailleur de l'Union africaine. On ne peut pas avoir une organisation qui subventionne, voilà, et en même temps avoir un discours franc et des rapports un peu quand même équilibrés. Moi, je pense que la France, déjà, c'est le laboratoire de toutes ces politiques. Hein? Nous avons vécu en dents de scie quelques politiques migratoires, et là, on sait qu'actuellement, avec surtout les élections, hein, on va encore sortir les épouvantails des méchants migrants et toute la politique de conditionnalité et aussi des discours les plus nauséabonds que possible. Mais je pense que même si la France est le laboratoire, certaines politiques, l'Union européenne aussi doit avoir cette politique franche de pouvoir aujourd'hui sortir des chantiers battus. Déjà, moi, je pense que le premier pas qu'on devrait avoir, et je pense que Madame Diorendia nous dira, on s'est battu depuis des décennies simplement sur l'adoption de la Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants, de leurs familles. Donc ça, si vraiment on est de bonne foi, rien n'empêche les pays du sud, les pays européens, de ratifier. Pour l'instant, il n'y a que les pays africains et certains pays du Sud qui l'ont ratifié. Donc, je pense qu'on ne peut pas, comment dire, vouloir faire du neuf, vouloir changer et comment dire, utiliser les mêmes outils depuis des décennies. Pire encore, surtout comme le nouveau pacte asile et migration, autant l'ancienne formule n'était pas bonne, mais là, de plus en plus, la nouvelle formule, on sait que c'est complètement concentré sur les frontières, sur la sécurité, même si ça répond à une demande ou en tout cas un sentiment des populations européennes. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas simplement de leur dire qu'on ferme nos frontières, mais c'est surtout d'avoir un discours honnête pour voir ce qu'apporte la migration, ce qu'apportent les relations franches entre l'Europe et l'Afrique. Ce n'est pas seulement en changeant de nom, en disant un sommet Afrique-Europe au lieu de... Ce n'est pas ça qui va changer la dimension. Le New Deal qu'appellent certains dirigeants, le New Deal et le partenariat, doit être quelque chose de franc. Moi, je pense que c'est surtout sur ces questions-là qu'on devrait se pencher. J'ai beaucoup aimé, en tout cas,
le rapport. Je ne l'ai pas lu dans son intégralité, mais en tout cas les extraits qui ont été présentés pour soutenir un peu ce discours et essayer de voir comment faire un plaidoyer porteur et un message fort, parce que le but du jeu aussi, c'est d'avoir ce message fort pour les dirigeants des deux continents, où ils disent deux unions, une seule vision. Mais je pense que c'est deux unions et deux visions, parce que là, on ne peut plus dire que les intérêts de l'Union européenne sont les intérêts de l'Afrique, ni vice-versa. Peut-être que dans le rapport, ou en tout cas dans le rapport que j'ai vu aussi, qu'il ne faut pas simplement tenir compte l'Europe de la migration choisie. L'Europe ne va pas parler simplement de ses besoins en migration, parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc, on va voir dans quel pays les mieux formés prendre soit les étudiants, les médecins et autres. Non, l'Europe doit avoir ce besoin solidaire aussi, tenir compte des besoins des pays de départ. Et là, je pense que c'est quand même, en tout cas, même si ce n'est pas affirmé de façon très forte, il y a un début. Le règlement aussi, il est dubliné, parce que c'est vrai qu'on a vu que ça n'a pas marché pour tout ce qui est, comment dire, accueil, tri, voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des bons et des mauvais migrants. Donc, tout ça devrait être remis, en tout cas, au centre. Et je suis aussi là pour discuter et échanger sur toutes ces questions, si des questions se posent, en tant que diaspora surtout, parce que cette position est très intéressante du point de vue, parce qu'on a des liens et peut-être des affects des deux parts. Bien, merci de nous avoir fait part de ces réflexions, justement, Mme Kalissa Konyang. Et on va peut-être maintenant changer de point de vue avec la présentation de Sarah Ganti, à qui je vais laisser la parole maintenant. Je vous en prie. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup au Think Tank Wattie et à l'Institut Jacques Delors pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous, je vois qu'il y a énormément de participants, donc ça me ravit encore plus. Merci également aux intervenants et intervenantes précédentes qui, je trouve, ont vraiment apporté des points qui sont essentiels. Je n'ai pas résisté à vous faire un petit PowerPoint, donc je vais partager mon écran si vous le permettez. Alors, c'est aussi très chouette de pouvoir voyager entre Paris et Dakar. Je suis moi-même à Budapest et j'ai un séminaire plus tard à Los Angeles. Donc, c'est le miracle de Zoom, c'est de pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Donc, moi, j'aimerais construire et peut-être venir avec certains points plus étayés, je dirais, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, avec d'autres moins d'accord. Mais toutes ces choses qui ont été dites sont extrêmement passionnantes. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler, de vous parler plus d'une perspective d'européenne, l'européenne que je suis. Et on m'a posé la question, mais Sarah, pourrais-tu parler de ce que les Européens ont à offrir aux migrants africains? Et je dois dire que la question est un peu ironique, en particulier après la lecture de cet article du New Yorker, donc c'est en anglais, mais je vous invite vraiment à le traduire dans Google Translate si vous n'êtes pas confortable ou à l'aise en anglais, parce que c'est je pense, le seul article journalistique qui se rend dans les prisons libyennes financées par l'Union européenne et qui raconte un peu la réalité de ces prisons et de ce partenariat, parce qu'on parle aujourd'hui de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et donc, je pense que j'aimerais vous parler également de ce qu'on appelle l'intégration, donc qui est lié au rapport, etc. Mais je pense qu'il est impossible de parler de partenariat, d'intégration, si on ne parle pas d'abord de ce qui s'appelle, de ce que j'appelle non pas un partenariat défensif, mais un partenariat criminel. On doit l'appeler tel qu'il est et par les mots. Et donc, je vous invite vraiment à lire le rapport et je vous ai préparé quelques extraits dans ce slide. Je vais vous en lire un avec si vous permettez,
la traduction, donc la traduction de cet extrait, où ce journaliste Yann Urbina, qui est parti en Libye et a suivi finalement pendant de nombreux mois ce qui s'y passe. Les migrants capturés par les gardes-côtes sont chargés dans des bus, dont beaucoup sont fournis par l'Union européenne, et amenés dans les centres de détention. Parfois, les unités de la garde côtière les vendent au centre, mais certains migrants n'y arrivent jamais. Au cours des 7 premiers mois de 2021, selon l'OIM, plus de 15 000 migrants ont été capturés par les gardes-côtes libyens et d'autres autorités, mais à la fin de cette période, seuls environ 6 000 étaient détenus dans les installations désignées. Federico Soda, chef de la mission de l'OIM en Libye, estime que les migrants disparaissent dans des installations non officielles, gérées par les trafiquants et des milices auxquelles les groupes d'aide n'ont pas accès. Les chiffres ne correspondent tout simplement pas, a-t-il déclaré. Donc je pense que c'est très important, au-delà de la question des frontières et de dire on ferme les frontières et on veut avoir une dimension défensive. Je pense qu'ici on est effectivement un pas plus loin, on est vraiment dans des questions de politique criminelle. Ce n'est même plus la question du non-refoulement, c'est vraiment des politiques criminelles qui sont financées par l'Union européenne et par ce qu'on appelle le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union pour l'Afrique. Alors, ce fonds, on le voit, finance des opportunités économiques et d'emploi, finance également la gouvernance et la prévention des conflits, mais également le plus gros poste de ce fonds, c'est améliorer la gestion des migrations. Et en fait, lorsqu'on creuse, et cet article du New Yorker nous apporte vraiment cette vision-là, lorsqu'on creuse la question, on se rend compte et on réalise qu'améliorer la gestion des migrations, c'est en réalité effectivement financer ces politiques criminelles afin de empêcher les migrants de venir sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, en tant qu'Européenne, quand on me pose la question, mais qu'est-ce que finalement l'Union européenne peut apporter aux migrants africains, c'est peut-être d'abord avoir des partenariats qui sont constructifs et non criminels, et surtout pouvoir lever le voile sur ce qui se passe en particulier en Libye, mais on peut également parler du Niger et d'autres partenariats qui ont été conclus avec d'autres pays africains. Et même si on rentre dans la logique de défensive et de frontières, et c'est publié sur le site de la Commission européenne, donc tout cela, ce sont des chiffres qui sont tout à fait disponibles pour vous, on nous disait ici dans un rapport annuel de 2020, ici c'est de nouveau le rapport sur les fonds fiduciaires, en ce qui concerne les tendances migratoires en 2020, les chiffres globaux des passages irréguliers de frontières vers l'Union le long de la route de la Méditerranée centrale et occidentale ont augmenté malgré les restrictions de mobilité et les contrôles frontaliers renforcés adoptés pour contenir la Covid-19. Donc ici, on le voit bien, et l'Union européenne l'admet, quoi qu'on fasse, quelles que soient les politiques criminelles qu'on adopte, ça n'empêche pas les personnes qui migrent pour des raisons différentes et complexes de migrer. Donc, quand il n'y a pas de voie migratoire, bien évidemment, les migrations sont dites irrégulières et ne s'arrêtent pas. Au contraire, elles augmentent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est essentiel de pouvoir communiquer aux dirigeants qui, je pense, en sont conscients, mais ne parviennent pas à se saisir justement de cette question pour dire, mais au lieu d'en faire une menace, faisons-en une opportunité. Alors, j'ai envie maintenant, sur la base de chiffres, parce que je pense que c'est très important et c'est aussi une manière de contrer les populistes qui, vous l'évoquiez tout à l'heure, madame, parler d'épouvantail, du migrant d'épouvantail pour les élections, notamment en France, mais en Hongrie maintenant, qui arrive le 3 avril. Donc je pense qu'il est essentiel de tordre le cou aux préjugés. Et le premier préjugé, c'est ces termes de flux migratoires dont on parle. Flux que je n'aime pas du tout, parce que c'est faux, ce n'est pas un flux. Donc, on voit ici de nouveau des chiffres publiés par l'Union européenne en 2019. Donc, 2,7 millions de personnes ont immigré dans l'Union européenne.
1,2 million de personnes ont émigré depuis l'Union européenne. Donc l'immigration nette totale est au total 1,5 million de personnes. Mais savez-vous combien de personnes vivent dans l'Union européenne? Quelle est la population de l'Union européenne? Elle est de 448 millions. Donc lorsqu'on compare le chiffre de 1,5 million à 448 millions, il y a effectivement ici, c'est une goutte d'eau dans l'océan et je pense qu'il est essentiel de revenir aux chiffres pour vraiment dire que la migration en réalité représente très peu de choses par rapport à la population totale de l'Union européenne. Alors des autres préjugés, effectivement, et vous l'avez évoqué également précédemment, c'est le fait que les migrants viennent essentiellement d'Afrique. C'est faux. C'est faux et de nouveau, chiffres publiés par l'Union européenne, les 10 principales nationalités des personnes ayant reçu un premier titre de séjour délivré dans un État membre de l'Union européenne en 2020, ce sont d'abord des Ukrainiens. Et puis, il y a un pays d'Afrique du Nord représenté, c'est le Maroc. Sinon, c'est l'Inde, la Syrie, le Brésil, la Biélorussie, le Venezuela, la Russie, la Chine et la Turquie. Donc, on voit de nouveau ici que les préjugés par rapport aux migrants dits venant d'Afrique et de dire on a des vagues qui arrivent sont faux parce qu'on voit clairement que les principaux migrants légaux ne viennent pas d'Afrique et je pense que c'est aussi un problème, c'est qu'il y a des politiques effectivement qui sont cachées souvent par des motifs, je dirais, raciaux probablement, qui ne veulent pas délivrer suffisamment de titres de séjour légaux aux migrants venus d'Afrique. Alors, tordre le cou aux préjugés, Jérôme l'a très bien évoqué tout à l'heure, il y a effectivement la question du vieillissement en Europe. Et de nouveau, on le lit sur le site de l'Union européenne, la population européenne aurait diminué d'1 demi-million en 2019, étant donné que 4,2 millions d'enfants sont nés et que 4,7 millions de personnes sont décédées dans l'Union européenne. Et ça va juste s'empirer. Et donc, il est clair qu'il y aura un moment, si on veut adopter une vision plus utilitariste, et on aura besoin de migrants pour pouvoir effectivement remplir ces jobs et remplir ces emplois au sein de l'Union européenne. Et puis ici, peut-être plus une visée, pas utilitariste, mais égalitariste, je disais, il est temps de tordre le cou aux inégalités économiques, socio-économiques, parce que comme de nombreux économistes, notamment Branko Milanovic, l'a démontré, c'est qu'aujourd'hui, il y a au niveau global toujours des inégalités socio-économiques énormes, bien qu'elles baissent un peu, et elles sont dues à quoi essentiellement aujourd'hui, donc depuis les années 2000, elles ne sont pas dues à un facteur de classe, mais elles sont dues à l'endroit où vous êtes né. Donc si on veut combattre ces inégalités socio-économiques et si on veut s'engager dans un projet de justice sociale, on doit permettre aux personnes qui sont nées avec une citoyenneté qui ne leur permet pas de voyager, une citoyenneté d'un pays plus pauvre, etc., on doit leur permettre de migrer, on doit leur permettre d'être mobiles. C'est la solution, et plusieurs économistes l'ont expliqué et démontré, c'est la solution aux inégalités socio-économiques. Et puis, un dernier point, tordre le cou, je vous disais, tordre le cou aux préjugés, tordre le cou aux inégalités, tordre le cou également à la rhétorique néo-nationaliste. Et ici, on m'a demandé de parler de l'intégration des migrants au sein de l'Union européenne. L'intégration, j'ai parfois un peu du mal avec ce mot d'intégration, car le contraire d'intégration, c'est désintégrer. Donc, c'est pas possible de désintégrer des personnes en tant que telles. Mais si on en vient à la question de l'intégration, on a vu au sein de l'Union européenne une rhétorique néo-nationaliste se développer au travers de ce qu'on appelle le European Way of Life, le mode de vie européen. Donc, il existerait un mode de vie européen. Et à l'époque, un des commissaires, Margaret Chinas, a été nommé comme le commissaire européen
pour protéger le mode de vie européen comme s'il y avait une menace venant des migrants. Et je pense vraiment que lorsqu'on adopte cette rhétorique de il y a un eux, il y a un nous, il y a une menace, on a un mode de vie européen, veuillez m'expliquer quel est ce mode de vie européen parce que je suis toujours en peine de le trouver. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui vient nourrir les politiques et les populistes qui sont derrière finalement l'ensemble de ces décisions, on disait défensives. Pour moi, aujourd'hui, elles sont plus criminelles, notamment par rapport à ce qui se passe en Libye. Alors, c'est vrai, et je l'admets, je tiens un discours peut-être un peu pessimiste, mais je pense qu'il l'est. Je pense que la situation migratoire et la position de l'Union européenne par rapport à la politique migratoire est vraiment problématique, et que lorsqu'on parle de partenariat, si le partenariat est limité à des partenariats criminels, je pense que c'est, ou principalement limité à des partenariats criminels, je pense que c'est problématique. Mais non, il y a, j'ai envie de terminer sur une note d'espoir, donc sur cette question d'intégration. Donc on voit effectivement que la question d'intégration réapparaît de plus en plus dans le discours des politiques au niveau de l'Union européenne, dans le droit également. Donc j'ai traité dans ma thèse, et je vous ai mis une photo ici, de la question de cette intégration dans le droit de l'Union européenne, comment cette intégration est mobilisée. Alors on voit que de plus en plus, on utilise le terme d'intégration pour imposer des obligations et des conditions aux migrants. Donc, ils doivent réussir des tests d'intégration, ils doivent parler la langue, et souvent, ce sont des groupes socio-économiquement défavorisés qui sont visés, et principalement des femmes indirectement, ce qu'on appelle une discrimination indirecte. Et ce que j'essaye de dire dans ma thèse, c'est finalement ces politiques d'exclusion, elles vont à l'encontre de ce qu'on veut au niveau de l'inclusion, et que peut-être on doit réfléchir ensemble à ce que j'appelle à un droit à l'intégration. Finalement, quand quelqu'un arrive, et j'ai été moi-même migrante ici, je suis dans ce nouveau pays en Hongrie, j'ai migré de Bruxelles à Budapest. C'est effectivement différent de migrer de Dakar à Bruxelles, mais l'intégration, c'est d'abord des choses très, très pratico-pratiques. C'est d'abord avoir accès à l'information, c'est avoir accès à des formations, c'est avoir la reconnaissance de son diplôme, c'est pouvoir avoir un réseau. Donc, c'est un ensemble de choses très pratico-pratiques, comprendre comment l'administration fonctionne, etc. Donc, un ensemble de choses très pratico-pratiques qu'on doit pouvoir mettre en place pour que les migrants puissent être inclus dans la société. Et dans ce cadre-là, je prends le contre-pied, si vous voulez, des conditions ou obligations d'intégration, mais je défends un droit à l'intégration. La charte sociale européenne contient un article 19 où justement il est question de pouvoir donner aux migrants l'ensemble de ces informations, la possibilité de travailler, etc., etc. Et je pense que d'avoir un discours plus positif, qui est dans l'inclusion et non pas dans l'obligation, dans les conditions, dans l'exclusion, finalement, peut venir nourrir, je pense, des partenariats bien plus constructifs entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Sarah. Merci pour cette intervention très, très riche. Et donc, je vois qu'on a déjà beaucoup de questions. Je vais peut-être demander à Jérôme, comme je l'avais dit en début de webinaire, s'il veut réagir 5 minutes avant qu'on passe à la question de session-réponse. Je t'en prie, Jérôme, si tu as envie d'ajouter quelque chose. Oui, alors malheureusement, j'ai des problèmes avec ma caméra. Ce n'est pas du tout volontaire que je figure en noir. Je suis vraiment confus. J'aimerais vous sourire plutôt. Et faire un acte d'humilité. Ce que nous avons entendu de Madame Dioré, de Madame Kadi Nyang et de Sarah Ganti nous amène à être très humbles par rapport à la perspective d'un partenariat renouvelé sur les migrations et les mobilités entre l'Europe et l'Afrique. Tant elles nous ont, avec justesse, montré que la situation de départ est mauvaise. Madame Dioré nous a dit qu'au départ, les positions pour les Européens sur les frontières, pour les Africains plutôt sur le développement, sont sur des focus si différents
que c'est difficile d'arriver à quelque chose de concret, de sérieux. Madame Kadi-Nyang nous a dit qu'il faut déconstruire de pouvoir reconfigurer, et déconstruire, c'est tout un travail. Et en particulier, si je l'ai bien entendu, déconstruire la relation de très forte inégalité entre l'Union européenne et l'Union africaine, pour dire les choses brièvement. Comment concevoir un partenariat dès lors que l'on se sent traité de manière inégale et pas d'égal à égal dans beaucoup de dimensions, et pas seulement migratoire. La question migratoire est une fille d'une question beaucoup plus vaste, nous a-t-elle dit justement. Alors, quant à Sarah Ganti, elle a vraiment dépeint un tableau que j'estime très noir. Je n'ai pas l'occasion de revenir avec elle, mais il faut quand même réfléchir en termes de co-responsabilité de ces situations et pas seulement une responsabilité qui ne serait qu'européenne. Je pense à ce qui se passe en Libye. Donc, la question est celle qu'un de nos intervenants sur le chat a mis. Est-il possible de parvenir à une vision commune? Parce qu'actuellement, c'est notre constat, elle ne l'est pas. Alors, je retiens quelques pépites quand même de Kadi Sako-Nyang, qui a parlé du rôle des diasporas. Et je crois vraiment qu'il y a là des ponts humains fondamentaux qui sont incontournables pour une approche nouvelle, pour une vision commune. Il faut qu'elle puisse construire cette vision commune. Elle participe à cette construction. Je parle à cette convention sur la protection des travailleurs que vous avez évoquée, madame, qui effectivement est inconnue en Europe et qui pourrait constituer un geste déjà efficace, étant donné les très nombreux travailleurs africains et travailleuses qui sont en Europe. Et ça rejoint la question de l'intégration dont a parlé Sarah Ganti. Donc, il y a quand même des choses un peu concrètes qui pourraient être le prélude à un changement vers une vision commune. Et je termine. Pour qu'il y ait une vision commune, il faut quand même qu'il y ait un pas l'un vers l'autre. Alors, le pas que les Européens doivent faire, c'est incontournable, c'est de se prêter à l'organisation d'une migration légale. Bien. Ça, ce serait un changement fondamental. Mais tout à fait. Ils ne le feront que si quelque chose est fait en face. Et là, c'est là quand même qu'on parle aussi, en toute dignité, d'un interlocuteur pluriel africain. Place aux questions, Benjamin. Absolument, c'est ce que j'allais faire, Jérôme. Donc effectivement, on a quand même beaucoup de questions, donc je vais essayer d'en poser un maximum dans le temps qui nous est imparti. Je vais peut-être d'ailleurs rebondir sur la question que tu as citée toi-même, Jérôme, sur une vision commune. Je vais peut-être poser deux questions à la fois. Donc, déjà, une première question sur ça, qui serait en prenant une vision générale de ce partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Devrait-on attendre de s'accorder sur tout entre Européens et Africains pour avancer, ou doit-on essayer d'avancer petit à petit sur chaque dossier sur lesquels c'est possible? Et ensuite, une deuxième question, cette fois-ci plutôt, c'est plutôt une question d'introspection pour les pays africains. C'est une question, si je me souviens bien, de Thierry Leroy, et qui est partagée par d'autres personnes. Comment les pays africains, les pays d'émigration, notamment vers l'Europe, pourraient-ils adopter une vision commune et parler d'une seule voix pour se faire mieux entendre? Je peux citer également Arnaud Akogienou qui disait justement: sans vision commune, sans compréhension des avantages voire des inconvénients, sans une lecture acceptée du lien critique et incontournable entre la migration et un phénomène de mobilité, nous piétinons. Donc voilà, je commence par ces deux questions. Peut-être Madame Ndiaye, vous voulez répondre? Oui, moi je voudrais bien revenir un peu sur l'intervention de notre ami de l'Institut Jacques Delors, pour lui dire combien on est en phase avec ces constats, ou même ces ébauches peut-être de questions
questionnement parce que nous sommes convaincus que le partenariat Europe-Afrique doit être dynamisé d'abord, hein, il doit être réarticulé autour d'un référentiel nouveau, hein, et différent de celui qui existe jusqu'à présent. Et pour dire aussi que ce dialogue entre l'Europe et l'Afrique, on ne peut pas tout jeter entièrement, complètement rejeter le tout, disant que ça ne marche pas, ce n'est pas bien, c'est anti-droit de l'homme, c'est vrai. Beaucoup comme l'analyse de Sarah l'a montré, c'est des difficultés énormes et c'est des situations extrêmement pénibles que tous ceux qui travaillent sur la migration en Afrique constatent tous les jours, la condescendance bien entendu de l'Europe, mais surtout les initiatives que l'Europe prend et qui sont anti-droit de l'homme au plus haut point, et que les Africains acceptent tout simplement parce qu'ils ont la paresse de lever le ton, ou bien ils n'ont pas la possibilité de lever le ton, ils n'ont pas la liberté de le faire, parce que comme Sako Khadi nous l'a dit tout à l'heure, quand les 2/3 du budget de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne, qu'est-ce que vous voulez que les pays africains fassent? C'est le premier, c'est là où le bas blesse en premier lieu, je crois, pour que les Africains puissent lever la tête, maîtriser leur dossier en termes de gestion de la migration. Comment voulez-vous comprendre qu'en Libye, qu'il y ait ces prisons à ciel ouvert, que ce soit juste parce qu'une journaliste de CNN l'a dénoncé, pour que tout le monde reprenne la chanson en écho, eh bien, alors que les ambassadeurs des pays africains dont les ressortissants sont dans les prisons sont basés en Libye, même si on dit que la Libye est un État fragile, un État sans État, disons, et que les gens font un petit peu ce qu'ils veulent, sans qu'il n'y ait une gouvernance qui puisse appréhender les choses correctement. Eh bien, tant que les pays africains, je suis tout à fait d'accord avec Khadi, ne sont pas libres et indépendants de leur choix et ne montrent pas la direction, eh bien, on aura toujours ce dialogue inégal, ce partenariat inégal que le président Macky Sall, par exemple, appelle de tous ses voeux chaque fois. À chaque rencontre sur la migration, à chaque fois qu'il reçoit des représentants européens, ou à chaque conférence qu'il préside ici, et c'est sa première phrase, il faut que le dialogue avec l'Europe soit un dialogue égalitaire, un partenariat d'égal à égal. Ça, ce n'est pas possible, parce que ce dialogue, il n'est pas franc, parce que ce dialogue, on doit le réarticuler sur un autre référentiel où les droits des uns et des autres sont respectés. Je voudrais juste dire un mot sur les politiques migratoires. Vous savez, l'Europe non plus n'a pas de politique commune. Même pour l'asile et la migration, la preuve, c'est les débats actuels, eh bien, chaque pays tire de son côté selon ses intérêts du moment. La souveraineté des différents pays n'est pas négociée du tout dans une politique commune sur la migration en Europe. Donc, entre pays européens, et aujourd'hui, on passe à la loupe ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique, mais regardez un peu et lisez un peu ce qui se passe en pays européens. Les différents pays n'ont pas de politique migratoire en tant que telle. C'est en fait le tout sécuritaire. C'est dans un gouvernement, c'est le ministère le plus fort en termes de gestion de la migration, c'est le ministère de l'Intérieur, et cela vous dit tout dire finalement. Tandis qu'en Afrique, on se bat actuellement pour essayer de formuler des politiques migratoires cohérentes, coordonnées, d'abord au niveau de chaque pays. Je dois dire que les anglophones sont beaucoup plus en avance que les francophones en Afrique. Mais toujours est-il que, pour le cas de mon propre pays, cela fait plusieurs années déjà que la société civile, comme le gouvernement,
essaient d'arriver à un document consensuel qui puisse leur servir de politique migratoire. D'aucuns parmi ceux qui sont dans le chat ont parlé de voies communes, de politique commune, etc. Il n'y a pas de raison qu'on attende d'avoir une politique commune en Afrique pour pouvoir nous adresser à l'Europe. L'Europe ne le fait pas. L'Europe ne peut pas attendre et l'Afrique ne peut pas non plus attendre de se mettre d'accord sur tout dans un document pour pouvoir dialoguer avec les autres continents, y compris avec l'Europe. Donc, on peut très bien marcher ensemble, même si c'est en disharmonie, mais en posant les questions, en ayant un dialogue franc avec l'Europe, aussi en prenant nos propres responsabilités. Moi j'ai travaillé dans le gouvernement et je sais combien il est difficile de coordonner une action gouvernementale, mais pour ce qui est de la migration, vraiment pour ce qui est du Sénégal, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas avoir une politique migratoire cohérente, coordonnée, parce qu'on a assez d'éléments, on a assez d'informations, on a aussi des ressources compétentes pour s'en occuper. Le dernier point, c'est la question de la formation. On ne peut pas éluder ou occulter le besoin de formation, de création de capacités dans les pays du Sud pour entreprendre les questions migratoires. Et cela manque, que ce soit dans les universités, dans les écoles, au sein des ONG. C'est un manque que nous avons pu observer et que peut-être va être redressé par l'Université de Dakar, l'Université de Saint-Louis et l'Université de Ziguinchor. Au moins 3 de nos universités ont déjà des chaires en migration pour s'occuper de cela. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau des interventions. Merci beaucoup, Mme Dirondia. Effectivement, il faut souhaiter que ces initiatives se poursuivent. Donc, merci pour cette réponse très complète. Je ne sais pas si d'autres intervenants vont prendre la parole pour des réponses peut-être assez courtes sur cette vision commune des Africains ou pareil, cette façon d'avancer entre Européens et Africains. Avant que je passe à d'autres questions. Ce n'est pas le cas, du coup, je peux Benjamin, monsieur Yabi a demandé la parole. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu cette main levée, effectivement, je vous en prie, allez-y. Oui, merci Benjamin, et à nouveau, merci pour les échanges très, très enrichissants. Je voulais juste peut-être poser une question un peu d'actualité, puisque après la visite au Sénégal toute récente de la présidente de la Commission européenne, et d'ailleurs, je pense qu'elle était accompagnée d'une forte délégation avec d'autres commissaires, il y a cette annonce de possible déploiement du Frontex au Sénégal, qui sera une sorte de premier déploiement de Frontex en dehors donc, des frontières européennes. Et évidemment, ce n'est pas encore confirmé, mais cela semble être tout à fait en discussion. Et je voulais savoir peut-être si quelqu'un voulait réagir, disons, à cette annonce, ou en tout cas à cette possibilité, qui, je pense, va sans doute quand même créer des controverses également au niveau africain notamment. Tout à fait. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux réagir? Je réponds. Je vais essayer de donner une réponse. C'est que moi, j'ai eu un déjeuner avec un des commissaires en charge de la migration extérieure de l'Union européenne pendant la visite de cette délégation de l'Union européenne. Et j'ai trouvé la dame très, très ouverte et très attentive autour de table que nous avions pendant ce déjeuner-là. Et son problème, c'était comment faire pour que l'Europe respecte les droits des migrants, respecte ses vœux de gérer mieux les migrants qui arrivent sur leur territoire, tout en respectant les valeurs européennes. Voici comment elle s'est exprimée. Elle a dit que le respect des droits de l'homme également, c'est une valeur européenne. Et elle serait choquée de participer à un programme ou un projet où ces valeurs seraient bafouées.
Et alors, bien entendu, beaucoup de personnes ont réagi à cette introduction-là et on lui a demandé, mais il faut créer des outils pour contrecarrer justement ces violations des droits de l'homme, des migrants à partir du sol européen. Par exemple, la question des centres ouverts a été posée, que c'était complètement inadmissible. Et elle allait le lendemain sur le Niger. Et bien entendu, nous lui avons signalé un certain nombre d'endroits au Niger et qu'elle devrait visiter pour voir que ce que nous étions en train de dire autour de cette table-là était une réalité. Le Niger, comme la Libye, le Niger dans une moindre mesure, mais nous les mettons au même niveau de responsabilité au niveau africain, accepte une délocalisation de la responsabilité des pays européens vers les pays africains, sans concertation d'abord, sans explication, et ne serait-ce que pour pouvoir permettre à d'autres pays africains qui ont davantage d'expertise que ces pays concernés de venir en aide à ces pays-là pour que le respect des droits des migrants puisse être vu, puisse être appliqué tout au long du processus migratoire. Même si les Européens veulent faire le tri de leurs migrants irréguliers à partir du sol africain pour se donner bonne conscience. Voilà le problème que nous avons actuellement ici. Et la commissaire en question, je pense, est partie et elle a été bien attentive à ce qu'on lui a dit. Merci, Mme Diaye. Si vous me le permettez, je vais maintenant poser du coup d'autres questions avant de conclure. Peut-être cette fois-ci, vous disiez, Sarah, qu'au final, peu importe la législation dans votre présentation, on voyait que ça n'avait pas forcément de conséquences sur l'arrivée de personnes en Europe. Est-ce que vous iriez, c'est la question d'un de nos auditeurs, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la dureté de la législation européenne et des législations nationales jusqu'à favoriser la migration sur le sol européen? Et je vous laisserai répondre peut-être si vous voulez prendre la parole après. Et une deuxième question par rapport à votre présentation, mais qui je pense intéressera aussi tous les panélistes. Si nous avons des chiffres, comme vous l'avez montré, des chiffres qui montrent que toutes les migrations ne sont pas d'origine africaine, pourquoi continuons-nous à avoir ce discours? Est-ce que du coup on voit les conséquences du discours populiste prendre de plus en plus le pas dans le débat public européen, et quid des valeurs humanistes universelles qui sont prônées par la société civile ou par d'autres sensibilités en Europe? Merci beaucoup pour les réactions positives, pour les questions. Et pour répondre à Jérôme, oui, effectivement, j'ai un discours un peu négatif, mais je pense que c'est en particulier lorsqu'il est question de migration et de cette relation entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il est très difficile de ne pas être pessimiste, en particulier quand le voile est levé sur ce qui se passe en Libye et au Niger, et sur une situation sur lesquelles on a finalement très très peu d'informations. Et donc je vous invite vraiment à lire cet article du New Yorker qui pour moi est si pas le seul article qui vraiment détaille ces questions et la manière dont les migrants sont traités en Libye, mais au Niger il y a une situation similaire. Donc pour répondre à vos questions qui sont très bonnes, alors pourquoi des migrants pourquoi peu de migration légale venant d'Afrique? C'est intéressant. Je pense qu'il y a effectivement la migration, il y a une politique migratoire commune au niveau de l'Union européenne, mais chaque pays reste quand même souverain pour finalement accepter sur la base de d'autres motifs, d'autres migrants qui ne migreraient pas parce qu'ils sont réfugiés ou parce qu'ils sont hautement qualifiés ou parce que ce sont des travailleurs saisonniers, etc. Et donc, je pense qu'il y a d'abord des relations spécifiques entre différents pays, effectivement, et donc des politiques nationales particulières qui sont mises en place. Mais je pense qu'il y a surtout derrière, et on doit se le dire, des questions socio-économiques, premièrement, mais aussi des questions culturelles, voire raciales.
Alors, j'ai un exemple ici, je trouve, qui montre combien et je pense que l'intégration, pour ça, est vraiment assez révélatrice de cette position. Par exemple, aux Pays-Bas, en matière de regroupement familial, si vous voulez recevoir un visa regroupement familial, vous devez passer un test d'intégration. Donc, si imaginez que vous avez un mari qui est aux Pays-Bas, qui est sénégalais, qui a un permis de travail aux Pays-Bas, et vous êtes sa femme sénégalaise, vous souhaitez rejoindre votre mari. Avant de pouvoir rejoindre votre mari devra prouver qu'il a suffisamment de revenus, donc c'est une première condition. Mais deuxièmement, vous devrez, en tant qu'épouse d'un travailleur dit pas hautement qualifié, passer un test d'intégration. Donc prouver à l'ambassade néerlandaise de Dakar que vous pouvez vous débrouiller en néerlandais, vous avez les bases néerlandaises, mais aussi que vous comprenez la société néerlandaise. Et si vous ratez ce test d'intégration, vous n'aurez pas votre visa regroupement familial. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en réalité, ces tests sélectionnaient des personnes qui, par exemple, étaient illettrées ou analphabètes, ou qui n'étaient pas en mesure de payer des cours de néerlandais, parce que les cours de néerlandais sont assez chers, et pour les trouver en ligne ou à Dakar, c'est assez compliqué, qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser un ordinateur. Donc il y avait aussi la fracture numérique. Donc on voit clairement que derrière ces conditions, il y a un critère socio-économique qui est très présent. Mais une deuxième, et je trouve ça très révélateur, c'est qu'on voit que tous les ressortissants des pays de l'OCDE, donc tous les ressortissants des pays riches, donc par exemple les ressortissants japonais, sont exemptés de réussir ces tests d'intégration. Et le gouvernement néerlandais justifie cette exemption par le fait que les ressortissants de l'OCDE venant du Japon, par exemple, sont plus proches culturellement et socio-économiquement parlant. Et donc, je pense qu'ici, on voit clairement qu'il y a des préjugés et qu'il y a clairement dans la manière de voir certaines migrations des préjugés culturels et socio-économiques par rapport à des migrants et selon la partie du monde qui viennent. Donc je pense que ça, c'est une première réponse à la question pourquoi on voit beaucoup de migrants venir de certaines parties du monde et pas d'autres. Je pense que c'est certainement une partie de la question. Alors, je n'irai pas du tout jusqu'à dire que les politiques plus défensives, voire criminelles de l'Union européenne ont poussé à plus de migration. Mais par contre, elles ont certainement poussé à plus de migration irrégulière et certainement plus de migration irrégulière dangereuse dans le sens où, comme je l'expliquais, et beaucoup d'études ont montré en fait que quelles que soient les barrières que vous construisez, une fois qu'une personne a décidé de migrer, elle migrera. Donc, que ce soit, et de nouveau, allez lire cet article du New Yorker, que ce soit au prix de sa vie, elle migrera. Et donc, dans ce cadre-là, oui, je pense que les politiques de l'Union européenne poussent les migrants à migrer irrégulièrement, mais surtout à prendre beaucoup plus de risques. Et c'est ce que de nombreuses ONG, mais des organisations qui ne sont pas spécialement les plus activistes et pro-migrantes aussi expliquent. Et je pense qu'ici, il y a vraiment une responsabilité de l'Union européenne plus que du côté de l'Afrique, parce que je pense qu'au niveau de l'Union européenne, on est en mesure de pouvoir créer justement des voies légales, et je pense qu'ici, il y a un partenariat qui fait sens. C'est un partenariat au travers de voies légales, et ces voies légales qui existent pas ou très peu. Aujourd'hui, principalement pour les personnes qui viennent d'Afrique, quelles sont les voies légales? C'est essentiellement le regroupement familial. Si vous avez la chance d'avoir un époux ou une épouse qui a suffisamment de revenus pour pouvoir vous faire venir au niveau de l'Union européenne. Sinon, les choses sont très difficiles. Demandeurs d'asile, vous devez d'une manière ou d'une autre parvenir sur le territoire de l'Union européenne, donc vous devez prendre des voies irrégulières.
la migration par le travail, elle est aussi très très basse, et donc c'est essentiellement le regroupement familial, qu'on se le dise. Je pense qu'aujourd'hui, ou des étudiants, dans certains pays comme la France par exemple, les étudiants, mais avec le Covid-19 de nouveau, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir effectivement migrer. C'était un peu longue dans ma réponse, je suis désolée. Donc non, mais c'est parole. très complète, et c'est pour ça qu'on organise ce séminaire justement. Mais effectivement, c'était une ce qu'on retiendra du coup des choses que peuvent mettre en place Africains et Européens, en tout cas des perspectives vers lesquelles il faut qu'ils aillent. Donc, ces voies légales. On en parle dans le rapport justement, Jérôme. Jérôme, tu veux conclure, ou je pose une dernière question? Oui, j'aimerais bien effectivement dire quelques mots, et quelques mots plutôt d'espoir, parce que l'usage très fréquent du caractère criminel de certaines actions de l'Union européenne, moi, me choque. Et je pense qu'il ne faut pas réduire ce que fait l'Union européenne à ce type de qualificatif. Mais bon, on pourra en reparler. Il faut bien voir aussi que l'immigration africaine en Europe, c'est une réalité très forte. Il y a au moins 10 millions d'immigrants africains en Europe, et ce chiffre est appelé à doubler, voire tripler dans les 20 prochaines années, pour des raisons très profondes dont nous avons peu parlé. Donc, si nous voulons aller de l'avant, il ne faut pas être dans une situation d'accusation mutuelle, mais d'expectative mutuelle positive. Alors, je lis dans la discussion beaucoup d'interventions qui montrent l'intérêt d'acteurs africains pour approfondir ces questions. Et ça me paraît extrêmement positif. Il n'y a pas que le dialogue des gouvernements, il y a le dialogue des sociétés civiles. Et je lis dans cette boîte de discussion la volonté d'une société civile composée d'Africains, d'étudiants, d'universitaires, mais aussi de gens de terrain, de vouloir rentrer dans ce débat et de l'enrichir au-delà de dialogue entre les gouvernements. Je pense aussi que nous avons peu parlé des questions de financement, et c'est une des raisons du décalage de position. Sans doute avons-nous beaucoup de choses à réviser en tant qu'Européens sur la manière dont les pays africains peuvent disposer d'une partie des avantages plus importants, des capitaux qui leur reviennent. Ceci n'est pas assez discuté dans le partenariat Europe-Afrique, et sans doute amènerait un regard différent sur les retours financiers qui viennent des migrants. Je vois que ce qui serait un bon point de départ pour avancer, c'est sinon de se mettre d'accord sur nos politiques, mais de se mettre d'accord sur les motivations profondes de la migration et de la mobilité. Avoir un regard commun sur les vraies motivations. Pourquoi le développement engendre de la mobilité de part et d'autre? Pourquoi nous avons besoin effectivement que les personnes qualifiées viennent et aillent entre l'Europe et l'Afrique et au sein de l'Afrique? Voilà des sujets qui paraissent techniques, mais qui sont humains. Et si nous attendons sur ces sujets, ça nous aidera à nous entendre davantage sur les politiques. Et il y a une suggestion de créer un groupe de travail plus permanent. Eh bien, je m'y rangerai bien volontiers. Ce serait pour moi une des premières occasions de participer à un échange de vues plus approfondi sur ce qui nous sépare et ce qui pourrait nous réunir dans une perspective d'avenir entre certains Européens, peut-être pas tous, et j'espère le plus possible d'Africains et d'Africaines comme ceux que nous avons entendus. Donc, ce sera le mot de la fin, si tu me permets, Jérôme. Donc, je vous remercie. Je peux juste ajouter. Je vous en prie. C'est surtout saisir au bon une des phrases de Jérôme, d'ailleurs, à son propos introductif, pour réaffirmer haut et fort que le développement ne freine pas la migration. Et malheureusement, c'est cette idée qu'ont les dirigeants, les décideurs en général, en pensant qu'avec 2 ou 3 projets de développement pour pays, ils vont essayer de fixer les jeunes, comme ils disent. Et ça, malheureusement, c'est du leurre. Donc, je pense que Sarah l'a dit tout de suite, que aussi le fonds fiduciaire de la Valette, mais le fonds fiduciaire, c'était un fonds d'urgence. Quand on ne peut pas développer dans l'urgence ni concevoir quelque chose de pérenne ou bien de conséquent. Donc, tout est aussi dans la formulation des réponses. Parce que là, comme j'ai dit, c'est une réponse très profonde. Et la première, parce que quelqu'un a posé aussi, devrait-on attendre de s'accorder sur tout pour avancer? Oui, un début, c'est surtout de revoir les accords de partenariat, les APE, le post-Cotonou.
Parce que tant que le commerce est déséquilibré, tant que les échanges seraient déséquilibrés et que l'Afrique ne serait pas, en tout cas, dans ce retour juste de la collaboration, il y aura toujours des manques d'opportunités de l'autre côté et qui va engendrer aussi une migration désordonnée. Et finir, parce que je vois un ami cher qui a fait cette, comment dire, ce message dans le chat pour parler du GCM, le pacte mondial sur la migration et le développement. C'est un bon pacte, hein, parce que la société civile a été impliquée pour y travailler à fond, mais malheureusement, tant que ce pacte n'est pas contraignant, on va tourner aussi en rond. On va dans tous les forats, GFMD, autres, parler du pacte global sur la migration et le développement qui est révolutionnaire, mais les pays européens, les pays dans leur globalité, non, voilà, quand ça les arrange, c'est OK. Donc voilà, c'est surtout ça. Comment rendre encore contraignants certains dispositifs, des no-go, d'autant plus que c'est des dispositifs souvent qui sont ratifiés au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies et qui malheureusement, dans l'application, sont galvaudés. Je vous remercie. Fred, nous arrivons au terme de ce premier webinaire qui a été très riche d'échanges de part et d'autre. Et je laisserai aussi Gilles peut-être en dire un mot, mais je voulais vraiment remercier les intervenantes et les intervenants pour avoir permis cet échange. Je crois que c'est, j'espère d'ailleurs, que le début. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à effectivement créer un nouveau groupe de travail exprès, mais pourquoi pas, parce qu'il y a une matière à approfondir. J'espère aussi que ça vous aura donné envie à tous ceux qui suivaient cette discussion de lire notre rapport. On a beaucoup cité le New Yorker, mais vous invite aussi à lire le rapport de l'Institut Jacques Delors sur ces questions. Il y a d'ailleurs tout un chapitre sur la question de l'intégration. C'est peut-être pas le mot le plus heureux, mais en tout cas, c'est une vraie question qui mérite d'être approfondie parce qu'on ne peut pas faire comme si elle ne se posait pas. Et il y a effectivement des échanges de pratiques plus ou moins bonnes. On peut regarder ailleurs que les Pays-Bas sur ce qui se fait pour voir que cette question, puisque lorsqu'on rentre dans un pays, c'est normal effectivement de s'intéresser aussi à ses traditions et à sa culture, à son mode de vie, bien de voir comment est-ce qu'on peut aussi approfondir cela. Et donc là-dessus, notre rapport aussi, avec les propositions aussi qu'il fait par ailleurs sur la migration légale de travail, je pense, est matière à débat, et j'espère qu'on pourra poursuivre ce débat. J'espère aussi, Gilles, qu'on pourra faire d'autres échanges. On a cité au début dans nos propos respectifs pas mal de thèmes qui intéressent nos deux continents. Ils seront au cœur, je sais, du sommet de Bruxelles demain et après-demain. On sort demain un papier sur la question de la santé et de la vaccination, mais il y aura beaucoup de choses. Et voilà, je vois le succès et les nombreux participants qui étaient là pour suivre ce séminaire, ce webinaire, que nous pourrons, j'espère, transformer l'essai. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci surtout à toutes les intervenantes, à tous les intervenants. Je crois qu'on a eu un très bon moment d'échange, d'apprentissage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes. Et je pense aussi qu'on a vu l'intérêt d'avoir ce type d'échange avec clairement du respect mutuel et avec une approche humaniste. Je crois qu'en lisant le rapport de l'Institut Jacques Delors, ce qui m'a personnellement frappé tout de suite, c'est justement le fait de considérer qu'on parlait d'une question d'abord d'enjeux humains. Et je crois que tout au long de ce débat, on a vu à nouveau l'intérêt d'avoir des débats qui soient sains, qui soient dépassionnés, en particulier au moment où s'engagent des campagnes électorales en Europe, évidemment, avec des discours qui sont un peu plus éloignés du respect et de la distance qu'on doit avoir par rapport aux faits. Et je voudrais simplement à nouveau remercier tout le monde. J'ai vu qu'il y avait, je pense, une quinzaine de pays représentés, du Canada jusqu'au Gabon en passant par les îles Canaries. Et je crois que c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir ce type de discussion. Nous allons continuer à le faire, j'espère à nouveau avec un nouveau partenariat avec l'Institut Jacques Delors sur des questions qui nous concernent en Afrique et en Europe. Bien sûr, du côté de Wati, nous poursuivons aussi notre série de webinaires, notamment sur la santé le mois prochain, sur le fonctionnement au quotidien des services de santé en Afrique de l'Ouest. Je voudrais saluer aussi la participation d'autres think tanks, et notamment Cheikh Oumar Ba,
qui dirige l'IPAR, qui est un think tank au Sénégal sur les politiques agricoles. Et je crois que c'est vraiment dans cette convergence d'action et de réflexion pour l'action collective que nous nous retrouvons à Wati. Donc, merci à toutes et à tous et excellente fin de journée à toutes et à tous à Paris et partout ailleurs.